Bonjour et bienvenue sur Sensab. Alors aujourd'hui, je reçois Daniel Zucker. Daniel Zucker s'est occupé des urgences psychiatriques à l'hôpital Saint-Pierre à Bruxelles pendant 16 ans. Oui. Comment est-ce qu'une femme peut tenir pendant 16 ans à s'occuper des urgences psychiatriques et pas devenir dingue? Parce que c'est dur. Oui, c'est dur, mais c'est vrai pour une femme comme pour un homme. C'est vrai qu'il faut avoir un certain profil pour pouvoir fonctionner dans un service d'urgence, ça c'est exact. Parce que j'imagine qu'on parle de viol, on parle de crimes sexuels, on parle de choses terribles. On parle, oui, puis on a beaucoup de gens qui sont en crise, qui arrivent dans une détresse énorme où c'est un peu le dernier recours avant éventuellement une tentative de suicide ou un suicide. Donc oui, effectivement, c'est un endroit un peu entre deux, comme ça, entre la vie et la mort, entre à l'intérieur de l'hôpital et à l'extérieur. Donc c'est aussi une plateforme entre beaucoup de disciplines différentes, la justice qui envoie des gens, parce que le palais de justice était à côté. Oui. La police qui ramène des gens, les médecins traitants qui envoient des gens, la famille qui envoie éventuellement quelqu'un. Et vous, comment vous faites quand vous rentrez chez vous et que vous avez vu toute cette misère psychologique? Mais je suis toujours passionnée par tout ce que je fais. Donc je ne vais jamais faire quelque chose qui ne me passionne pas, je n'ai pas la patience pour ça. Donc j'étais très passionnée par cette prise en charge psychologique dans un moment de crise. Et ça va tout à fait à l'encontre du temps des urgences qui doit être très rapide. Oui. Et moi, au contraire, je prenais tout mon temps. Donc pour bien comprendre la personne, éventuellement faire venir sa famille ou son travail ou l'école ou enfin le contexte. Et aussi j'avais l'habitude de les faire revenir le lendemain ou le surlendemain, voilà, quelques fois pour vraiment travailler la crise. Et ça m'a passionnée. Alors, vous êtes partie aux États-Unis. Oui. Vous avez été vous faire former sur le profiling avec les agents du FBI. Qu'est-ce que ça veut dire, le profiling? Ça, c'est une méthode d'investigation qui utilise une méthode assez spécifique qui a été mise au point justement par le FBI dans les années 60-70. Oui. Et qui s'occupe en fait de cas qui n'ont pas pu être élucidés avec des méthodes policières classiques. D'accord. Et donc quand il n'y a pas d'élucidation et que le cas est complexe, on peut faire appel à cette méthode. Et vous avez suivi cette formation pendant combien de temps? C'est long, hein. Je dirais que c'est un peu une formation continue pendant 10 ans à peu près. Oui. Vous n'êtes pas très nombreuses à avoir fait ça en Belgique? En Belgique, je suis la seule à avoir bénéficié de cette formation-là. Wow. Oui, de celle-là précisément, je suis la seule, oui. Alors, vous avez écrit ce livre absolument extraordinaire qui fait changer effectivement les mentalités, qui s'appelle « Le viol au-delà des idées reçues ». Et c'est absolument fascinant, je dirais même édifiant, parce que on a une image un peu caricaturale du viol. Hein. Je ne parle pas du viol de guerre, hein, qui n'est pas vraiment comparable. Je parle du viol où effectivement on a l'image de la femme un peu aguichante, qui a dépassé un petit peu son rôle et qui s'est laissé un peu emporter. Et puis l'homme qui, lui, dans sa bestialité, dans son élan de pulsion sexuelle, finalement, est allé trop vite, trop loin. Et puis c'est la faute à pas de chance. Et je pense par exemple à Mike Tyson qui fait monter cette très jolie femme avec qui ils sont en bonne relation dans sa suite. Et qui la viole. Et on se dit, mais après tout, elle avait qu'à pas monter, elle n'avait qu'à pas la guicher. Et puis lui, il avait picolé ou il était un peu sous emprise de quelque chose. Et puis finalement, oui, c'est embêtant, c'est dommage, c'est triste, mais c'est pas une surprise. Et là, vous dites non. Le corps d'une femme, c'est pas open bar. Et qu'un homme qui viole une femme, c'est pas un débordement, c'est très différent. Oui. Oui, vous avez bien décrit en effet ce qu'on pense habituellement. Oui, c'est un dérapage, c'est un accident.
C'est un jeu sexuel qui a mal C'est tourné. un jeu sexuel où la Voilà. fille, finalement, elle s'est un peu laissée déborder Oui. et finalement, c'est un peu de sa faute. Voilà, c'est un peu de sa 40% des faute. Belges, vous disiez, sont Oui. persuadés qu'un viol, la femme est un peu responsable. Et 31% des Français. Voilà, Ouais. c'est dit. Contre 8% des Suédois. C'est étonnant, hein. Je ne sais pas exactement à quoi c'est lié, mais... Et en fait, c'est pas ça du tout. Non, c'est pas ça du tout. Le viol est une histoire de pouvoir. C'est pas du tout une affaire de sexe. Il faut que ce soit très clair. C'est d'abord et avant tout une histoire de pouvoir. On n'est pas violeur comme ça du jour au lendemain. Donc c'est pas qu'il y a eu des pulsions qui ont débordé la personne et qu'en effet il a vu une jambe galbée ou Il est devenu et dingue. voilà et ça l'a. Ouais. Non, c'est pas du tout ça. C'est une construction qui est lente à partir de l'enfance et qui évolue sous cette forme-là, parce qu'il y a là sous-jacent un besoin de pouvoir. Le viol, c'est avant tout une histoire de pouvoir et très très peu une histoire de sexe. Et puis vous expliquez aussi très clairement qu'il y a un besoin de domination C'est ça. et que la personne qui est vulnérable, eh ben, il n'y a pas d'émotion pour elle, il n'y a pas de pitié, Non, pas non, d'empathie, il n'y a pas de Non. désolation après. non, 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 vraiment pas. C'est rarement dans le profil d'un violeur. Ça peut arriver, hein, mais c'est plutôt rare. Et puis il faut savoir, il faut connaître le profil de ce genre de criminel. Il faut savoir par exemple que dans 70% des cas, la récidive a lieu. Oui. Donc ce sont des récidivistes dans 7% des cas, 70% des cas, C'est pardon. énorme. C'est énorme, énorme. Et c'est exactement l'inverse qu'on annonce officiellement. Et ça, c'est en raison de la méthodologie des recherches qui sont effectuées. Si on va faire des recherches sur le nombre d'arrestations et se dire « Ah oui, le nombre d'arrestations équivaut le nombre de récidives », on est dans l'erreur parce que les criminels, ils sont comme nous, ils s'améliorent au fur et à mesure de l'expérience. Donc s'ils ont été arrêtés parce qu'ils ont laissé leur salive quelque part, ben, ils ne vont plus le faire. Donc ils deviennent plus difficilement identifiables par la police. Alors, il y a un truc qui m'a dévastée, c'est que vous expliquiez à quel point ils sont entraînés à mentir et à dire ce qu'il faut dire pour faire comprendre qu'ils étaient désolés, mais qu'en fait, pas du tout. Ils font semblant, ils simulent très très bien le concept de dire « Non, mais je suis désolée, j'ai pas voulu, j'ai été maltraitée jeune ». En fait, ils ont un discours hyper rodé. Oui, ils savent ce qu'il faut dire. Ça, c'est une question de manipulation. Mais c'est dingue, ça veut dire que... C'est comme ça que, par exemple, un violeur qui arrive déjà par miracle devant un tribunal, donc Oui, ça c'est déjà très rare, mais s'il arrive devant un tribunal, ben, s'il est jeune, par exemple, il peut avoir 20 ans, eh bien, il pourra dire « Je suis désolé, je n'ai pas compris ce que je faisais, c'est la première fois que ça m'arrive, je ne le ferai plus ». Et ça, évidemment que le juge va être sensible à ce style de discours, surtout s'il y a du remords, des excuses, le fait qu'il ne le fera plus, on a envie de lui donner une seconde chance et tout ça est normal. Simplement, le problème, c'est quand on n'a pas la connaissance. Et les recherches nous montrent, mais c'est des recherches sur 40 années, hein, nous montrent que l'âge moyen pour commettre son premier viol se situe autour de 13 ans. Donc, quand on a quelqu'un qui a 20 ans et qui arrive devant un tribunal, on peut se poser la question de savoir si c'est vraiment la première fois. Alors, j'ai une autre question d'ordre pratique pour nos internautes, c'est que vous qui avez l'habitude de fréquenter ce genre de personnages, comment on peut réagir si on est agressé par quelqu'un, sachant que vous connaissez bien leur caractère, leur personnalité, ce qui peut les déstabiliser, ce qui peut aider une femme à essayer de se sortir de leurs pattes? Est-ce qu'il y a une phrase en disant « mais oui, t'es le plus fort, mais oui, tu m'as dominé ». Enfin, qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que dans votre livre, on explique que les cris, les pleurs, rien n'y fait. Quand un type vous viole, en fait, il y a une volonté presque de tuer la personne. En tout cas, de la détruire. De la détruire, enfin, c'est Oui, pas non plus terrible. Non, évidemment, c'est un acte destructeur, ça, Oui, c'est certain. c'est ça. Qu'est-ce qu'on peut faire pour réagir ou pour essayer de casser cet élan de domination absolue? Alors,
malheureusement, il n'y a pas vraiment de conseils à donner en cette matière-là. Il n'y a pas une bonne réaction qui permettrait d'éviter Oui, que ça le aille viol. jusqu'au bout. Oui, parce que d'abord, tous les violeurs ne sont pas les mêmes. Bien sûr, mais il peut y avoir quelque chose qui peut peut-être aider à désamorcer la bombe. Moi, je crois plutôt dans le self-défense. D'accord. Et c'est tout. Ok. Oui, c'est le seul conseil que je pourrais donner, c'est ça. Et c'est d'être évidemment vigilant. C'est-à-dire dans mon livre aussi, je décris certaines caractéristiques Bien sûr, c'est passionnant. Qu'on pourrait éventuellement reconnaître si on passe une soirée avec un homme, comprendre un peu comment ça fonctionne, ça peut aider à identifier. D'accord. En tout cas, je vous remercie beaucoup. Si vous voulez en savoir plus, tout est dit sur le viol, le violeur, et croyez-moi, c'est d'intérêt public. Voilà, je vous remercie beaucoup. Merci à vous, Daniel. Merci beaucoup.